Un appel, celui lancé par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel aux citoyens pour respecter les procédures prises cette année pour le pèlerinage. C'était au cours d'un point de presse. Deux visites ministérielles. La première, c'est celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Kifa, l'occasion de visiter le projet d'approvisionnement en eau potable de la capitale de la Sabah. La deuxième visite ministérielle s'est effectuée dans la Muqata'a de Kermessain par la ministre de l'Environnement, accompagnée de sa collègue tunisienne et du secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 27 avril 2024. Et pour commencer ce journal, bien entendu, cet appel que je vais vous annoncer tout à l'heure dans les titres, cet appel lancé par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, appel aux citoyens pour respecter les procédures prises pour le pèlerinage cette année. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé hier soir à Nouakchott. L'essentiel de ce point de presse avec Aminata Khan. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dahoul Omar Taleb, a affirmé que le royaume d'Arabie Saoudite a décidé cette année de promulguer une loi qui punit toute personne qui entre avec les pèlerins sans avoir un visa délivré pour accomplir le pèlerinage. La loi en question punit toute personne entrant avec des pèlerins sans visa pour effectuer le Hajj d'une amende de 10 000 rials saoudiens et d'une interdiction de se rendre dans le royaume 10 ans. Au cours du point de presse organisé hier soir à Nouakchott, le ministre a souligné que le ministère, en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat, du Tourisme et de l'Union nationale du patronat mauritanien, a identifié les agences de voyage autorisées à transporter les Mauritaniens pèlerins, notant qu'il existe des informations précises selon lesquelles certains citoyens sont partis en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj par le biais d'agences inconnues ou non reconnues. Il a expliqué que le ministère sanctionnera toute agence qui induit les citoyens en erreur conformément aux lois et textes en vigueur, notant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises et visent à protéger les pèlerins et à leur assurer les conditions adéquates pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Il a souligné que son Excellence, le Président de la République, a donné de fermes instructions pour servir les citoyens à l'intérieur et à l'extérieur du pays et leur fournir toutes les conditions appropriées. Il est à noter que cette conférence s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, du directeur du Hajj et du chargé des médias et de la communication au département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Un point de presse donc qui s'est tenu hier et qui était animé par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et vous l'avez entendu, il a donc appelé les citoyens à respecter les procédures prises pour le pèlerinage cette année. Son collègue de l'hydraulique et de l'assainissement, lui, est à Kifa, la capitale de la Sabah, dans le cadre d'une visite d'information pour s'informer sur le projet d'approvisionnement en eau potable de la capitale de la Sabah. Alors, sur les activités des ministres à Kifa, des précisions avec notre correspondant permanent, Abdallah Soufi, compte rendu revient en français par Moussa Ndiaye. Cette visite d'information et d'orientation du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismaël Ould Abdel Fattah à Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Sabah, en compagnie du Wali, M. Abdelrahman Ould Hassan, a permis à cette délégation officielle de s'informer sur les travaux en cours d'exécution du projet d'alimentation de la ville de Kifa en eau potable à partir de la zone de Bougadoum. Au programme de cette visite de M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, on note quelques étapes, à savoir le réservoir d'eau supérieur de la périphérique de Kifa d'une capacité de 200 mètres cubes, le champ de puits dans la zone de Bougadoum d'une capacité de 500 mètres cubes,
L'ancien et le nouveau réseau d'eau de la ville de Kifa étaient aussi au programme de la visite de M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Au cours de cette visite, il a reçu des explications détaillées sur l'avancement des travaux de ce projet. S'agissant des problèmes et obstacles que rencontre ce projet à Kifa, M. le ministre a donné des instructions aux concernés pour trouver à l'immédiat des solutions à ces problèmes. Pour rappel, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa fournira 2000 mètres cubes par jour. 1000 mètres cubes donc d'eau potable pour alimenter la ville de Kifa à partir de Bougadoum, et donc le projet, paraît-il, est très avancé. C'est ce qu'a constaté le ministre donc pour l'alimentation de Kifa. Kifa qui vit actuellement à l'ère des préparatifs de la prochaine visite présidentielle, la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, une visite annoncée pour le 11 mai prochain. Et c'est justement dans ce cadre que s'inscrit ce grand rassemblement dont vous venez de voir les images. Rassemblement donc dans l'ancienne maison des jeunes de Kifa. C'était hier soir et c'était sous la présidence dit Wali de Lassaba qui a vu ce rassemblement, a vu une forte participation des cadres notables et élus locaux. Et c'était l'occasion pour le Wali d'insister sur l'importance de cette visite qui s'inscrit, a-t-il dit, dans le cadre de la stratégie de l'échange entre le sommet et la base. Une visite, a-t-il ajouté, qui va être marquée par l'inauguration de plusieurs projets et le lancement d'autres. Et les intervenants au cours de ce rassemblement ont tous insisté sur l'importance donc des réalisations pour les wilayas dans les différents domaines de réalisation qu'ils ont tous salués. La wilaya de Lassaba donc dans l'attente de cette visite présidentielle au début de ce mois, au début du mois prochain, donc le mois de mai. Autre visite dans ce journal, mais cette fois ministérielle, et cette fois c'est au Trarza. Il s'agit de la visite de la ministre de l'Environnement en compagnie de sa collègue tunisienne et du secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Cette visite, c'était hier dans la Muqata'a de Kermesen. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette visite? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, dont le reportage a été travaillé en français par Bokar Baïlaba. Première étape, le port de Ndiago. Sur place, la délégation a été édifiée sur le fonctionnement de cette nouvelle structure. Le port devrait accroître les capacités de soutien logistique et de transport maritime du pays et raffermir la souveraineté de l'État sur la zone économique exclusive mauritanienne. La présentation met en lumière les défis environnementaux tels que l'ensablement, l'érosion côtière et le retrait du trait de côte, ainsi que les mesures d'atténuation proposées. En d'autres termes, l'infrastructure est considérée comme un levier crucial pour le développement commercial, halieutique, pétrolier et minéralier. Deuxième étape, le parc national de Djaoling. Ce site protégé est exceptionnel par l'importante biodiversité qu'il abrite, qui se situe dans le sud-ouest de notre pays. Sur place, la délégation a été édifiée sur la gestion de cet espace unique, où la conservation de l'incroyable diversité de paysages, d'écosystèmes et d'espèces végétales et animales est en harmonie avec le développement local. Troisième étape, le barrage de Djama. Sur les lieux, la délégation de l'Observatoire du Sahara et du Sahel a reçu des explications sur le rôle du barrage de Djama dans la régulation des eaux du fleuve Sénégal, favorisant ainsi la préservation et la restauration des habitats et des écosystèmes dans la région. Au terme de cette série de visites, la délégation s'est réunie pour faire un aperçu de la dimension et de la richesse des écosystèmes et les défis pouvant être relevés avec la collaboration des organisations régionales. Nous allons accentuer la collaboration sur les questions scientifiques, sur les questions également de rehaussement de nos compétences en ressources humaines
Et nous allons également profiter de cette occasion pour réitérer nos remerciements à la Tunisie et à la collaboration qui a été faite jusqu'à présent. Nous allons continuer dans cette optique en renforçant cette collaboration dans des domaines tels que non seulement la gestion des déchets, pour lesquels des équipes, des membres du ministère de l'Environnement ont participé déjà à des colloques, des formations en Tunisie, mais également dans le domaine de l'écotourisme où la Tunisie, comme vous le savez, excelle. Donc nous allons partager également ce que la Mauritanie sait faire de mieux. Nous avons été effectivement félicités à plusieurs reprises pour nos compétences dans le domaine de la fixation des dunes, mais également dans les compétences sur la gestion de nos réserves halieutiques. Et dans ces collaborations, la Mauritanie peut également apporter un savoir-faire et une connaissance. Cette série d'activités ont été saluées à leur juste valeur par la délégation de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Tout d'abord, je souhaite remercier le gouvernement mauritanien pour avoir organisé le 30e conseil d'administration de l'Observatoire du Sahara et du Sahel sur son sol et rappeler également les relations privilégiées que la Tunisie entretient avec la Mauritanie depuis l'indépendance de ce beau pays. Je remercie également Madame la ministre de l'Environnement pour son accueil chaleureux, ainsi que pour la visite organisée aujourd'hui en marge du conseil d'administration qui nous a permis de découvrir des endroits magiques, des endroits qui sont en même temps des réserves de la biosphère, des lieux exceptionnels d'accès difficile et qui nous ont permis de constater toute la variété et toutes les potentialités de cet endroit magnifique. Pour rappel, ces visites au port de Ndiago, au parc national de Djaoling et au barrage de Djama s'inscrivent dans le cadre de la 30e session du conseil d'administration de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. 30e session du conseil d'administration du Sahara et du Sahel qui vient d'abriter Nouakchott, c'était le jeudi dernier. Et donc, c'est la délégation qui a visité donc, hier là. Muqata'a de Kermessen a participé à cette 30e session. Je rappelle que c'était la ministre de l'Environnement, notre ministre de l'Environnement, sa collègue tunisienne, en compagnie du secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. 30e session donc qui a abrité Nouakchott, c'était jeudi dernier. Nouakchott qui a abrité également aujourd'hui une autre manifestation, mais cette fois il s'agit d'une journée de sensibilisation médicale. La thématique de cette journée est qu'il a organisée avec El Hajj Abdallah Din. Journée scientifique organisée par l'hôpital de l'Amitié à Nouakchott est destinée spécifiquement aux otorino-laryngologistes. Il s'agit de se familiariser avec les règles et les évolutions scientifiques récentes médicalement recommandées dans cette spécialité. M. Cheikh Bayoul Mkhitrat, secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, a souligné que cette journée s'inscrit dans le cadre de l'action du département de la Santé qui veille à moderniser les capacités et les équipements des sections d'otorhinolaryngologie dans les hôpitaux nationaux. Il a ajouté que cet effort gouvernemental se manifeste aussi par la réservation des ressources humaines et financières considérables pour rehausser la performance des hôpitaux. Durant cette journée scientifique, les participants ont suivi des exposés techniques sur l'ablation des tumeurs et des corps étrangers dans les voies respiratoires ainsi que sur la chirurgie des thyroïdes. Voilà, journée de sensibilisation donc sur les maladies otorhinolaryngologiques, j'y arrive, et qui a été organisée aujourd'hui à Nouakchott. Nouakchott qui abrite depuis hier d'autres journées de sensibilisation, toujours médicales, mais cette fois sur les AVC, les accidents vasculaires et cervicaux. Et c'est une journée organisée par la Société mauritanienne de neurologie. Compte rendu Aminata Khan. Un accident vasculaire cérébral ou encore AVC désigne un arrêt brutal de l'irrigation sanguine d'une partie du cerveau. En cause, une artère bouchée par un caillot de vaisseau de sang qui se rend au niveau du cerveau. Les AVC sont aujourd'hui la deuxième cause de la mortalité dans notre pays.
une rencontre organisée par la Société mauritanienne de neurologie. Présent à la rencontre, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Cherbay Oulem Khaitrat, a souligné la nécessité de lutter contre l'AVC qui, selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, est la deuxième cause de décès après l'infarctus, la première cause de perte de mémoire en Afrique et dans notre pays. Ainsi, la première cause d'invalidité permanente au niveau mondial et local. Il a ajouté qu'il y a de l'espoir dans la lutte contre ces accidents car ils peuvent être traités dans les 4 premières heures si le patient arrive à temps dans les services neurologiques. Il a souligné que ces journées de sensibilisation constituent une expérience pionnière en son genre et s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles, qui est un axe important du plan national de développement du secteur de la santé et qui contribuera à élever les accidents cardiovasculaires cérébraux en particulier. Le président de la Société mauritanienne de neurologie a indiqué que durant ces 5 dernières années, les patients atteints d'AVC ont représenté 60 à 70% des hospitalisations. Dans notre pays, de 35 à 40% des hospitalisés en 1996 et 1997, l'AVC représente ces 5 dernières années dans notre service 70 à 75% des malades hospitalisés dans nos services. Et sur le plan là, il s'agit de statistiques hospitalières, mais surtout de statistiques hospitalières monocentriques qui ne reflètent pas la réalité des choses sur le plan national. Alors sur le plan national, en l'absence d'une enquête en population générale, nous pouvons à partir du taux d'incidence de la sous-région, qui est donc, je le rappelle, de 112 nouveaux cas par 100 000 habitants, appliqué à notre population générale, le nombre de cas attendus dans l'année d'AVC en Mauritanie serait de 4 500 par an, ce qui nous donne un AVC chaque 2 heures en Mauritanie. Alors, monsieur le représentant de Madame la ministre de la Santé, monsieur le directeur général de la Santé, d'importants progrès ont été réalisés dans ces dernières années dans notre pays en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires et du cancer, avec la création du Centre national de cardiologie et le Centre national d'oncologie, dotés de plateaux techniques de très haut niveau. Aujourd'hui, ces 2 structures font référence dans notre sous-région. Quant aux AVC, une prise en charge optimale ne sera effective qu'avec la création d'une structure intégrée de prise en charge appelée une unité neurovasculaire ou stroke unit en anglais. C'est à quoi nous espérons la mise en place très prochainement avec l'appui du ministère de la Santé. Le chargé des urgences sanitaires de l'OMS a souligné que notre pays est en train d'inaugurer une unité neurologique spéciale au centre de neurologie. Les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, constituent un défi majeur pour la santé publique. Nous estimons chaque année à 15 millions le nombre de nouveaux cas que nous avons dans le monde et 1/3 de ces cas malheureusement décèdent. Et la moitié des survivants, plus de la moitié des survivants gardent des séquelles pour la vie. Les AVC, vous l'avez suivi, sont la première cause d'hospitalisation et la première cause de décès dans nos services de neurologie. Ce qui est plus grave, c'est que nous constatons de plus en plus que cette maladie touche des jeunes dont la couche active de notre population, les bras de notre société, sont touchés désormais par cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît donc l'urgence de cette situation et souligne l'hypertension artérielle comme un facteur important, un facteur récurrent que nous rencontrons et malheureusement qui est sous-diagnostiqué. Un malade sur 3 parfois s'ignore et malheureusement cette hypertension artérielle est à l'origine de plusieurs maladies cardiovasculaires mortelles. Mais l'hypertension artérielle n'est pas le seul facteur de risque. Nous avons aussi le diabète, l'obésité, le tabagisme. Dans ce contexte, notre mission est claire.
nous devons redoubler d'efforts pour la prévention primaire en sensibilisant sur la prévention et la gestion des facteurs de risque. J'entends l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, la lutte contre la sédentarité, la lutte contre l'obésité, la prise en charge correcte des maladies comme le diabète. Mais également, nous devons agir sur la prévention secondaire, parce que malheureusement, les AVC, ça peut récidiver, ça peut revenir. Donc une fois qu'on a fait l'AVC, il faudrait être bien suivi et éviter de refaire encore un autre épisode. Il est à noter que cette cérémonie d'une haute importance est déroulée en présence de plusieurs responsables du département de la santé. Voilà donc pour cette page médicale consacrée à ces journées de sensibilisation sur les AVC et sur les maladies otorino-laryngologiques. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec une visite, une page électorale, une célébration et une page sportive. On va commencer par la visite et cela nous conduit à Nouadhibou, notre capitale économique, avec la visite là-bas d'une délégation d'investisseurs européens, particulièrement dans le domaine de l'hydrogène vert. Alors, quelles sont les différentes étapes de la visite de la délégation européenne? C'est ce que va nous dire notre correspondant permanent, le Batou Limder, compte rendu travaillé en français par Moussa Ndiaye. S'informer sur les différentes structures nationales et économiques à Nouadhibou est l'objectif de la visite d'une délégation d'investissement européen dans le domaine de l'hydrogène vert. Au cours de sa visite à Nouadhibou, elle s'est rendue au siège de la Société nationale de l'industrie et des mines, SNIM. Au port minéralier de la SNIM, à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et au port autonome de Nouadhibou. Les principaux responsables de toutes ces structures nationales et économiques du pays n'ont pas manqué de souligner dans leurs différentes interventions l'importance de cette visite de la délégation d'investissement européen à Nouadhibou. Certains ont précisé qu'elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne, et d'autres ont passé en revue les différentes opportunités d'investissement dont dispose notre pays, notamment l'hydrogène vert. Cette visite a aussi permis à la délégation de l'Union européenne en Mauritanie de s'informer sur les institutions économiques de la ville de Nouadhibou, la capitale économique du pays. Voilà la visite donc de cette délégation européenne, d'investisseurs européens dans notre capitale économique, des investisseurs intéressés par donc l'hydrogène vert. D'autres visites dans ce journal, mais cette fois beaucoup plus politiques et électorales, celles effectuées par des missions de la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante, des visites qui nous conduisent dans ce journal à Célibabi, puis à Attar, des visites donc pour sensibiliser les citoyens à se faire inscrire sur la liste électorale dans la perspective de la prochaine présidentielle. On va commencer par la visite de la mission de la CENI au niveau d'Attar sur ses activités. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Alvaro Cheibani, compte rendu, revient en français par El Haj Abdalladdin. C'est afin d'élargir la participation à l'élection présidentielle prévue fin juin 2024 que cette mission de la Commission électorale nationale indépendante est en visite dans la wilaya de l'Adrar. Depuis son arrivée, la mission a tenu une série de réunions et de rencontres avec les différents acteurs locaux de la wilaya. Ces rencontres ont regroupé le Wali, les autorités locales, les membres de la commission régionale des départements de la CENI, ainsi que les représentants des partis politiques et les acteurs de la société civile. Ces réunions ont porté essentiellement sur les tâches confiées à la CENI en termes de préparation et de gestion de l'élection présidentielle. Lors de ces réunions, les membres de la mission ont insisté sur l'importance de la révision extraordinaire de la liste électorale qui est en cours. Le chef de cette mission diligentée par CENI, M. Mohamed El Mokhtar Milil, a montré que l'inscription sur la liste électorale est nécessaire pour que les citoyens puissent exercer leur droit de vote. Il a aussi insisté sur la neutralité et l'impartialité de la CENI envers les électeurs et les candidats
Des garanties sine qua non pour la gestion transparente de l'élection, conclut-il. Au cours de leurs interventions, les acteurs locaux ont loué les mécanismes de la concertation suivis par la CENI, des mécanismes qui sont de nature à faciliter le déroulement de l'opération électorale et de consolider la démocratie dans notre pays. Voilà donc pour les activités de la mission de la CENI dans l'Adrar et particulièrement à Attar. La mission, elle aussi, la mission de la CENI qui se trouve au Guédimar, elle aussi, a procédé à la sensibilisation justement pour s'inscrire sur les listes électorales. Elle a tenu des réunions avec les autorités administratives, en tête les Wali, et elle a insisté sur la transparence et l'indépendance, ce que déclare le chef de la mission, M. Ngaïdé Alassane. On ne doit pas tenir un discours qui ne prend pas en compte l'impératif d'unité nationale. On ne doit pas avoir un discours qui ne tienne pas compte de la cohésion sociale. On ne tient pas un discours qui risque de porter atteinte aux valeurs de paix sociale. On ne peut pas tenir un discours qui nous mette en mal avec nos voisins. Chef de la mission donc de la CENI au niveau du Guidi-Maha, c'était aujourd'hui lors d'une réunion avec les autorités administratives à la CENI. Venons-en maintenant à la célébration que j'ai annoncée tout à l'heure en vous annonçant la deuxième partie de ce journal. La célébration, c'est celle de la fête nationale du Togo et les Togolais qui vivent en Mauritanie, particulièrement à Nouakchott, ont tenu à célébrer leur journée nationale avec une cérémonie de don de sang. Pourquoi? Je vous propose d'écouter les chefs de cette communauté. Je m'appelle Salifou Aziz Naboudia, je suis le représentant de la communauté togolaise à Mauritanie. Aujourd'hui, 27 avril, c'est l'indépendance du Togo et nous avons choisi de nous rendre utiles pour le pays qui nous accueille, c'est-à-dire la Mauritanie. Nous n'avons pas assez d'autres moyens pour dire merci à la Mauritanie pour tout ce qu'elle fait pour nous les étrangers ici. Nous avons choisi de faire le don symbolique de sang et nous avons voulu aussi que cette activité soit une tradition. Donc ainsi, on l'a fait l'année passée, cette année aussi c'est la deuxième édition et nous espérons que nous allons continuer cette activité les années prochaines pour que ça soit une activité pérenne, que ce soit une façon de reconnaître les efforts des autorités mauritaniennes, à sa tête le président Mohamed Ould Ghazouani. Et nous voulons aussi que les autres communautés rejoignent la communauté togolaise, ainsi que même les Mauritaniens, qu'ils pensent que le don du sang est une action civique, est une action bénévole, mais c'est une action qui sauve des vies. Et comme vous le savez, pour nous les musulmans, sauver une vie, c'est comme vous avez sauvé la vie du monde entier. Voilà donc pour cette cérémonie de don de sang organisée par la communauté togolaise pour célébrer leur fête nationale. Venons-en à notre page sportive en deux parties, une partie sur le terrain et une partie formation. On va commencer par la partie formation avec ces stages organisés par le Comité national olympique et sportif. Alors, sur quoi porte cette formation et combien de personnes en bénéficient? Élément de réponse avec Aminata Khan. 50 sportifs participent à cette session de formation de 2 jours qui vise à présenter le rôle des sportifs et les meilleurs moyens de protéger leurs droits. Le directeur des sports de masse au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Issa Ould Ardaf, a affirmé que cette formation s'inscrit dans le cadre des programmes visant à élever le niveau des performances des sportifs et à les préparer à participer aux compétitions internationales et régionales prévues cette année. Il a indiqué que le ministère fournira les efforts nécessaires pour protéger et apporter un soutien matériel et moral aux organisations, clubs et associations qui cherchent à améliorer leurs performances et à développer le sport en général. Pour l'émancipation du sport en Mauritanie, mais aussi tous les efforts du comité olympique pour soutenir
les athlètes qui sont vraiment au cœur du mouvement olympique. J'étais moi-même athlète, basketteuse pour le Mali, donc je me sens ici comme dans ma famille. Et c'est avec grand plaisir que je répondrai toujours aux invitations de la Mauritanie pour venir soutenir et aider les athlètes. Le président du comité olympique et sportif mauritanien, Abdrahman Elman, s'est félicité du soutien apporté par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports au comité olympique en vue de réaliser ses objectifs visant à développer les compétences des athlètes et autres sportifs et à encourager les instances sportives à accomplir leurs missions liées au développement de la pratique sportive et au rehaussement du niveau de la compétition locale et internationale pour assurer la présence sportive nationale et internationale et apporter un soutien matériel et moral aux organisations. Il est à noter que cette formation est dispensée par deux sportifs de haut niveau, à savoir Fatimata et Ouley Kandé. Voilà, la deuxième partie de cette page sportive, c'est sur le terrain avec ce tournoi des jeux d'échecs et un tournoi de futsal. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. C'est sous la supervision de la Ligue des jeunes du futsal ou football en salle que se déroule la 12e édition de la Coupe d'or de cette discipline sportive. Cette compétition a démarré au stade El Bouchra de la Muqata'a de Dar Naïm à Nouakchott Nord, avec la participation de 16 équipes. Dans sa déclaration, M. Mohamed Mbarek, délégué régional du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports à Nouakchott Nord, a mis en valeur cette initiative qui, dit-il, encourage les jeunes. Il a ajouté que le championnat d'Afrique en futsal, qui s'est tenu récemment, a fait découvrir des joueurs inconnus par le public. La Coupe d'or est une activité qui nous fait découvrir des talents, a déclaré M. Mohamed Ould Abdeljelil, président de l'association des jeunes en futsal, et qu'il travaille, dit-il, pour renforcer l'encadrement. Cette compétition a 3 groupes, a déclaré Mohamed Ould Boyat, organisateur. L'objectif de ce tournoi, dit-il, est de détecter des joueurs pour former une équipe nationale en futsal. À Tabrazena, le championnat national mensuel de jeux d'échecs qu'organise la Fédération mauritanienne de cette discipline a été clôturé après 9 journées de compétition entre plus de 60 joueurs issus de différentes catégories. Cette compétition est de 9 phases, a dit Mohamed Jidou, directeur technique de la Fédération mauritanienne de jeux d'échecs. L'objectif, dit-il, est de préparer le championnat international prévu en Afrique du Sud mi-juin 2024. Ils participeront, dit-il, avec 9 joueurs. Les jeunes joueurs de ces championnats ont dit que cette compétition est importante pour eux. Elle permet d'améliorer leurs capacités et renforce leur initiative. Certains précisent que cette compétition est idéale pour des jeunes. Aussi, elle n'est pas comme d'autres disciplines sportives. D'autres affirment que cette compétition a connu une participation massive en découvrant ces lois dit ces jeunes, ces mouvements et comment obtenir une victoire. La cérémonie de clôture de ce championnat mensuel de jeux d'échecs a été marquée par la distribution des enveloppes financières et des médailles d'or, d'argent et bronze. C'est ainsi donc que Abdou Ahmed Alem a remporté la première place. En deuxième position, El Hassan Sidi Mohamed et en troisième position, Sidati El Qassem. C'est sur ces tournois donc de futsal et des jeux d'échecs que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, point de presse animé par les ministres pour appeler les citoyens à respecter les procédures prises pour le pèlerinage cette année.
Ici, nous sommes à Kifa, la capitale de la Saba, avec la visite là-bas du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Visite marquée par l'information pour s'informer sur le projet d'approvisionnement en eau potable de la capitale de la Saba à partir de Bougadoum. Et là, nous sommes dans le Muqata de Kurmasan au Trarzan en compagnie des ministres de l'Environnement de Mauritanie, de la Tunisie et du secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Ça, c'était hier, une visite qui intervient au lendemain de la 30e session du conseil d'administration de cet observatoire qui vient de se tenir à Nouakchott. C'était jeudi dernier. Le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndaï Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.